Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Chaudes empoignades ce matin à Thiès entre élèves et forces de l'ordre. Les potages exigent la reprise des cours et la restitution de leurs notes par les professeurs. Pendant ce temps, le SAES durcit le ton avec la poursuite du mot d'ordre de grève. Les enseignants du CELS, de leur côté, ont regagné les salles de classe. Dernière journée d'inscription sur les listes électorales. Beaucoup de Sénégalais ont pris d'assaut les lieux d'inscription. D'autres demandent une prolongation des opérations. Le délibéré du procès en appel de feu Mamadou Diop renvoyé jusqu'au 30 avril prochain. Le père du défunt dit s'en remettre à Dieu. Vous l'entendrez dans ce journal. Voilà, c'est tout pour le sommaire. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Les élèves du lycée Malick Sy de Thiès dans la rue ce matin. Ils exigent la reprise des cours et la restitution de leurs notes par leurs professeurs. La police a violemment réprimé la manifestation et a endommagé même la caméra de la télé Futur Média. Les détails dans cette correspondance signée Cheranta Diop et Seyla Tia. Les élèves du lycée Malick Sy de Thiès sont encore sortis ce matin pour exprimer violemment leur colère dans la rue. Les professeurs ne veulent pas faire cours et nous voulons étudier parce que nous serons l'avenir de demain. Et aujourd'hui, les élèves se sont révoltés parce qu'on a blessé l'un de nous. On a cassé son nez, parce que les policiers ont cassé son nez. Et voilà, les élèves se sont révoltés. Et les policiers ne veulent pas nous aider d'âge. Parce que nous sommes des élèves, nous serons l'avenir de demain. Et il faut nous comprendre, les professeurs doivent nous comprendre. Parce que nous voulons étudier, nous voulons faire le mieux, le maximum. Ils exigent la reprise des cours et la restitution de leurs notes par les professeurs. Parce que, disent-ils, le retard a atteint des proportions inquiétantes. Nous sommes marre des braisages négatifs, mais nous sommes droits, nous sommes casse après tout. Parce que depuis 7 mois, nous avons fait un bulletin. Pourquoi nous avons Ah non, on est mal. Dans la confrontation avec les policiers, des élèves ont été gravement blessés et la caméra de la TFM a été complètement endommagée par la police. Et puis le SAEMS a décidé de poursuivre le mot d'ordre de grève. Son secrétaire général soutient que tant que le gouvernement ne respectera pas ses engagements, le SAEMS ne va pas arrêter la grève. Saourou Sène, que je vous propose d'écouter au micro de Cher Diop. La seule chose que je peux dire, c'est que le SAEMS respecte la décision prise par ces organisations syndicales. Tout comme le SAEMS est aujourd'hui dans l'obligation de continuer la lutte pour la bonne et simple raison que nous n'avons pas atteint nos objectifs. À Saint-Louis, le CELS a suspendu son mot d'ordre de grève. Nos reporters se sont rendus à l'école Khayar Mbeng. Sur place, ils ont constaté que le travail se déroule normalement. Toutefois, les syndicalistes appellent le gouvernement à respecter sa parole. Les détails dans cette correspondance signée Ousseynou Diop et Habib Sek. École Khayar Mbeng de Saint-Louis. Après l'annonce de la suspension de la grève par les responsables du CELS, les membres du dit syndicat ont suivi le mot d'ordre donné par le secrétaire général Souleymane Diallo. Ici, les cours se déroulent normalement après des mois de perturbations ponctués de grève et de débrayage. Demandons à tout enseignant du CELS de respecter ces directives, de respecter aussi le mot d'ordre qui est suspendu. Ce n'est pas levé, mais c'est suspendu. Il ne faut pas que les gens aussi confondent ces deux mots. Il y en a qui disent levé, mais Souleymane a bel et bien dit qu'on suspend le mot d'ordre. Cela ne veut pas dire que la lutte s'arrête. 398 élèves sont dans cet établissement scolaire répartis dans 9 salles de classe pour un effectif de 12 enseignants. À Khayar Mbeng, la décision de suspendre le mot d'ordre est bien appréciée par les syndicalistes. Toutefois, ils mettent en garde le gouvernement sénégalais pour le respect des accords d'ici octobre 2018. Si on se rend compte que rien ne se passe, là on aura raison sur eux et on va encore battre fort. Parce qu'on a seulement suspendu, on n'a pas levé. Malheureusement aujourd'hui,
Certains disent qu'il ne fallait pas suspendre. Il faut suspendre quand on parle avec quelqu'un. Au Sénégal, ou dans d'autres États que ce soit, même dans les autres États beaucoup plus enrichis que nous, il n'y a que des promesses qu'on nous fait. Maintenant, suspendre jusqu'à ce qu'on ne voit pas, ce qu'on nous a promis, là c'est possible. Et il faut savoir s'arrêter à temps quand même. Et Souleymane a eu le courage, que je salue de passage, son courage et son bravoure d'avoir suspendu le mot d'ordre à temps aussi. Pour cette frange du G6, la lutte va continuer malgré la suspension du mot d'ordre. À Saint-Louis, le CELS rappelle également que rien ne pourra changer les relations entre les 6 syndicats qui avaient entamé la lutte. J'espère que tout ira bien parce que la bataille, c'est le même, la lutte, c'est le même, c'est pour l'intérêt des enseignants et Souleymane n'a regardé que l'intérêt des enseignants. Même si beaucoup pensent que la décision du CELS est une manière d'annoncer la mort du G6, les enseignants de Saint-Louis, eux, jugent que l'heure est venue de sauver le système scolaire. École sénégalaise dans la tourmente, les 5 centrales syndicales représentatives lient cette radicalisation des syndicats à la démarche du ministre de l'Éducation nationale. Pour Pape Biram Diallo, membre technique des centrales syndicales, la crise scolaire sera prise en compte pour une issue heureuse. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Aminata Mbaresso. Je crois que si on met l'intérêt de notre pays en avant, l'intérêt des élèves de l'école et nous en tant que parents d'élèves, avant tout, avant d'être des syndicalistes, nous sommes des parents d'élèves. Si on met en avant l'intérêt général, on trouvera une solution. Je pense qu'il n'y a pas de jusqu'au boutisme. C'est des malentendus et on peut trouver une solution, on peut trouver des palliatifs pour arriver quand même à avoir une solution définitive et durable. Je pense qu'il y a des médiations qui ont été entreprises même avant la communication du ministre et ça allait vraiment aller dans le sens du dénouement de la situation. Mais malheureusement, il y a eu ce biais dans la communication. Même les acteurs, les secrétaires régionaux ont été reçus par le Haut Conseil du dialogue social et il y avait un début de solution. Mais après, quoi, nous nous sommes rendus compte qu'il y a une communication du ministre qui a quand même été mal appréciée. C'est ça, en fait, le jusqu'au boutisme. Ce qui a provoqué ce jusqu'au boutisme, c'est simplement une erreur de communication qu'il faut comprendre également. Je pense que l'erreur est humaine. Pape Biram Diallo s'exprimait donc en prélude à la fête du travail. Cette année, les syndicalistes vont se rassembler à la place de l'Obélisque. Cherbo de la COSIDEP et Saouro Sen du SAEM sont jugés inopportunes de leur côté également la sortie du ministre de l'Éducation nationale sur le réaménagement du calendrier scolaire. Ils se sont également prononcés dans ce sujet signé Cher Diop et Tierno Laurent Mendy. Pourtant, les syndicats du G6 étaient sur le point de lever leur mot d'ordre de grève ce week-end grâce à la médiation du Haut Conseil du dialogue social et de la société civile. Mais la sortie du ministre de l'Éducation les mêmes jours aurait tout gâché, selon cet acteur. Nous voulons nous concentrer sur l'essentiel. Nous voulons juste fustiger tout acte, ou en tout cas tout acte qui aille dans le sens de compliquer ou d'hypothéquer les pistes de sortie de crise. Ça a radicalisé certains enseignants. La sortie du ministre qui parle au nom des enseignants qui peut-être même certains d'entre eux étaient dans d'excellentes dispositions pour suspendre le mot d'ordre, cela aussi n'est pas souhaitable. Le secrétaire général du SAEMS n'apprécie pas du tout l'intervention de la tutelle qui, selon lui, a mis le feu aux poudres. Non seulement il a très tôt crié victoire, mais je crois qu'il ne lui appartenait pas quand même d'annoncer une décision prise souverainement par les organisations syndicales. Il fallait prendre acte de ça ou attendre que ça se matérialise pour qu'on puisse se prononcer. Toutefois, la COSIDEP préconise un réaménagement du calendrier scolaire pour sauver l'année, ce qui n'est pas à l'ordre du jour au SAEMS. Nous sommes dans une situation assez critique si nous regardons le calendrier scolaire. Et donc il est urgent qu'on puisse trouver des solutions très rapidement. Nous, au niveau du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire, nous ne sommes pas arrivés encore au stade où il faut discuter de calendrier scolaire. Malgré cet imbroglio, la COSIDEP reste optimiste, invitant gouvernement et syndicats d'enseignants à se retrouver à la table de négociation pour une sortie de crise.
La question qui se pose, les heures perdues seront-elles rattrapées aussi facilement vu que l'hivernage s'approche? Le directeur de la formation et de la communication du ministère de l'Éducation nationale, Moustapha Diagne, et Ibrahim Hassen du Cinélas FC gardent espoir. Il nous annonce une concertation pour définir les dates des épreuves du BFM, du bac et du CFE. Un sujet signé Maïmouna Ndiaye et Tierno Laurent Mendy. Temps perdu, pluviométrie en vue, les conséquences des grèves répétées sont multiples. Comment faire pour maîtriser le quantum horaire? Ce membre du Cinélas FC se dit optimiste. Il est avéré que nous avons perdu du temps durant toutes ces grèves. Nous allons discuter de cela. À l'intérieur du pays, il y aura des abris provisoires sûrement. Et tout ceci sera pris en compte. Je ne pense pas que cela soit un exercice difficile. Heureusement pour nous, l'école a ouvert ses portes très tôt avec le concept Ubitei Djangetei. Par exemple, les classes d'examen n'ont pas perdu beaucoup de temps comparé aux autres. Parce que enseignants yi ñu bëgg seeni élèves lañ yaakaar nañ ne technique yooyu du mën a jafe enseignants yi inchallah. À la direction de la formation et de la communication au ministère de l'Éducation nationale, l'on nous informe aussi une large concertation. Les dates des examens du BFM, du baccalauréat et du CFE seront d'ailleurs connues au sortir de ces rencontres. Les services techniques du ministère de l'Éducation nationale, notamment la direction des examens et concours, également l'office du bac, ministère de l'enseignement supérieur, sont en train de se réunir pour évidemment voir dans quelle mesure et sous quelles conditions réaménager le calendrier scolaire, puisque le quantum horaire a été effectivement entamé. C'est les deux ministères, puisque souvent, dès qu'on termine le bac, et parfois même avant qu'on termine le bac, on entame l'examen du BFM. Donc les concertations sont en train de se dérouler. Et certainement, donc, à la fin de ces concertations-là, il sera livré à l'opinion donc les nouvelles dates retenues pour l'ensemble de ces examens, mais également les périodes retenues pour réaménager le calendrier et permettre aux élèves de mieux réviser. Pour le moment, nos interlocuteurs sont rassurés. Ils parlent même d'une situation maîtrisable. Fortune diverse, donc après la sortie du gouvernement annonçant la fin de la grève dans l'enseignement, la reprise est timide et les syndicalistes se disent plus que jamais déterminés et annoncent une série d'actions. Le gouvernement n'a-t-il pas mis la charrue avant les bœufs? Élément de réponse dans cet élément signé Adi Atala. Une annonce de la levée du mot d'ordre de la quasi-totalité des syndicats du G6 sur fond de cacophonie et de démenti. À peine le ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, déclara au cours d'une conférence de presse, apparemment improvisée, que 4 organisations du grand cadre syndical ont mis fin à leur grève et qu'ils allaient reprendre incessamment. Des leaders ruent dans les brancards pour se démarquer de la décision et désavouer leur tutelle. Aussi bien sur le fond que sur la forme, le gouvernement aurait péché. Sinon, comment une autorité ministérielle peut-elle faire une déclaration de manière informelle sur une question aussi sérieuse que la crise dans l'éducation? Le ministre de l'Éducation nationale n'est-il pas vite allé en besogne pour avoir trop souffert de la crise scolaire? Autre question, pourquoi cet empressement pour juste annoncer la fin de la grève à la place des enseignants alors que le gouvernement n'avait pas réellement reçu tous les gages d'une reprise effective? À moins qu'il y ait une volonté manifeste de saper la détermination des syndicalistes afin de briser le mouvement, ou bien le gouvernement veuille faire dans la récupération à des fins politiciennes. Il est temps de prendre la question de l'éducation au sérieux avec l'implication de tous les acteurs et que chacun fasse des concessions pour une solution définitive à la crise qui n'a que trop duré.
Adi Atala, c'était tout ce qu'on pouvait dire sur la crise scolaire. Autre aspect de l'actualité, dernière journée d'inscription sur les listes électorales. Après le démarrage de la révision exceptionnelle, beaucoup de Sénégalais se sont rués vers la sous-préfecture de Grand Dakar. Sur place, les populations rencontrées reconnaissent avoir attendu au dernier moment pour venir s'inscrire. Elles comptent patienter juste pour pouvoir s'inscrire avant 0 heure, mais d'autres demandent une prolongation des opérations. Reportage signé sur place à Al-Hassan Ba et Diafaraba. C'est le reproche fait souvent aux Sénégalais. Comme d'habitude, avec les Sénégalais, c'est toujours le dernier moment. La sous-préfecture de Grand Dakar ne désemplit pas. Moustapha Koli est là depuis le matin. Il attend son tour, mais il reconnaît tout de même avoir trop attendu. C'est qu'on n'a pas eu de bonnes informations à temps. Ce qui fait qu'il te fallait faire beaucoup de tractations avant d'avoir même les papiers pour venir déposer. La deuxième chose est que si vous pouvez ouvrir des structures un peu partout, là les gens n'auront pas ce problème. C'est la dernière journée, donc vous pensez que vous devez au moins faire le déplacement depuis. Ouais, effectivement, c'est la dernière journée. Non, ça c'est pas normal du tout. Un devoir de citoyen, c'est quand les gens se lèvent, il faut se lever tôt pour déposer. La commission logée ici renforcée depuis une semaine. Aujourd'hui, dernière journée, Fatou Cham est prête à patienter jusqu'à 0 heure. Minuit, mais je vais attendre quand même, parce que je dois accomplir mon devoir de citoyen. Aujourd'hui, on va continuer jusqu'à minuit pour la journée d'aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui le dernier délai. Donc, normalement, on doit pouvoir enrôler toutes les personnes qui sont ici présentes. Cheikh Niass demande une prolongation. Il faut le prolonger parce que tous les Sénégalais là doivent faire les cartes d'identité nationale. Quand tu sors, les policiers disent où est les cartes d'identité, tu défères. C'est pas bon. Il faut tous les Sénégalais faire les citoyens les cartes d'identité nationale. Il demande les autorités, les administrations sénégales ne pas faire les erreurs comme l'année passée. Parce que les Sénégalais sont tellement difficiles pour retirer les cartes. Parce que vraiment, il faut mettre les ordres. Parce qu'il y a des erreurs, les photos des femmes qui mettent les hommes. C'est pas joli. Après l'inscription, Fatou Cham demande à l'administration de faciliter le retrait des cartes aux citoyens. Et puis retenez que l'Union sociale libérale compte attaquer la loi sur le parrainage aux Nations Unies. Maître Abdoulaye Tine et compagnie vont saisir l'instance sur le pacte des droits civils et politiques, mais également le Conseil constitutionnel avec des députés de l'opposition et la société civile. Répression des forces de l'ordre lors des manifestations et traitements inhumains. Maître Abdoulaye Tine plutôt condamne. L'avocat rappelle que ces traitements sont passibles de poursuites judiciaires partout dans le monde. Les Nations Unies ont posé des principes directeurs. Le président de l'USL appelle les forces de sécurité à la raison. Maître Abdoulaye Tine, que je vous propose d'écouter, il est interrogé par Al-Hassan Ba. La liberté de manifester, c'est un droit constitutionnel. Aujourd'hui, moi j'estime effectivement que le maintien, et je pèse bien mes mots, de l'arrêté Ousmane Ngom est un assassinat de l'esprit du combat de Mamadou Diop. Mais les manifestations continuent à être réprimées dans le sang avec une brutalité inouïe, comme si on n'avait pas appris des leçons de ce qu'on avait vécu. C'est l'impression que l'histoire est en train de se répéter. Et c'est pour ça que je rappelle aux autorités. Mais ces citoyens peuvent attaquer devant la justice justement ces forces de l'ordre. Mais tout à fait, l'affaire Mamadou Diop et la condamnation des policiers qui conduisaient le dragon qui terrifiait tout Dakar en est l'illustration parfaite. Parce que peut-être les forces de sécurité d'abord, il faut qu'ils reviennent à la raison. Revenir à la raison, c'est que si on vous dit que force doit rester à la loi, ils doivent savoir que la loi ne peut autoriser le meurtre, le traitement inhumain ou dégradant. Que les Nations Unies ont posé des principes directeurs pour disperser les manifestations pacifiques non violentes. Est-ce que c'est normal également de déshabiller une personne jusqu'à ce qu'il reste donc son caleçon justement? C'est ce qu'on appelle les traitements inhumains et dégradants. Et je signale que c'est passible de poursuite. Justement,
Justement, le délibéré du procès en appel feu Mamadou Diop renvoyé jusqu'au 30 avril prochain. Le père du défunt dit s'en remettre à Dieu. Il estime que les filles laissées par son fils reçoivent chaque mois 25 000 francs CFA. Ce qui reste, c'est le dossier de veuvage. Je vous propose là-dessus d'écouter Mamadou Diop, interrogé par Alassane Ba et Diafaraba. Vous savez, j'avais dit que je n'allais même plus me prononcer dans l'affaire du jugement concernant mon fils Mamadou Diop. Mais je reviens vous dire que je m'en remets toujours à Dieu. Tout ce que la justice décidera, je m'en remets à Dieu. C'est une question d'indemnisation. Depuis vous n'avez rien reçu de la part de l'État, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait? Non, le président m'avait reçu en son temps et il a fait vraiment, il a procédé à des actes nobles, je peux dire, parce qu'il a fait des enfants de Mamadou Diop pupille de la nation. Il a ordonné à ce que Mamadou soit intégré dans la fonction publique. Tout ça, ça a été fait. Tout ce qui reste, c'est le dossier de veuvage concernant l'épouse de Mamadou. Ça, jusqu'à présent, ça traîne. On a reçu le capital d'essai en son temps et les enfants de Mamadou aussi sont honorés chaque mois pour un montant de 25 000 francs. Ils sont à l'école, c'est deux fillettes, elles sont avec leur maman à Nioro. Victimes de démolition de leur maison à Tivavanpel, il y a de cela un an. Les populations ont battu le macadam et déplorent le non-respect des instructions données par le Premier ministre et réclament indemnisation et restitution de leurs terres. Les détails dans cette correspondance signée Ousseinou Thiam et Ahmadou Bambassamb. Après la démolition de leur maison à Tivavanpel, les victimes ruent toujours dans les brancards. À travers cette marche pacifique, elles continuent de déplorer ce qui s'est passé, mais aussi le non-respect des instructions données par le Premier ministre. La population vit des moments très difficiles. Il y a des gens qui vivent, qui n'ont pas où habiter, sans abri. Des gens qui vivent dans les ruines. C'est la raison pour laquelle actuellement, actuellement, dans 2 ou 3 mois, c'est la saison des pluies. Donc les gens n'ont pas où habiter. Dans un mois, c'est le mois du Ramadan. Donc actuellement, la population est tellement fatiguée. C'est la raison pour laquelle on demande au Premier ministre de dire au service qu'il avait donné des instructions fermes de respecter ces instructions-là. C'est la raison pour laquelle on est en train de faire notre marche actuelle pour dénoncer, pour déplorer le fait que ces services n'appliquent pas les directives données par le Premier ministre. Ces victimes réclament indemnisation et restitution de leurs terres. Actuellement, on réclame qu'on nous paye nos impasses le plus rapidement possible. On demande que l'espace, c'est-à-dire les sites actuellement, que les promoteurs, les sites que les promoteurs actuellement sont en train d'exproprier la population de Tivaouane, on réclame que ces sites nous reviennent de droit. Nous demandons que la CSC dégage, nous demandons que Cypress dégage, nous demandons que Prime dégage, nous demandons que la piste dégage. Pour cette raison, nous demandons aux autorités d'appliquer des dispositions, d'appliquer les directives données par le Premier ministre le plus rapidement possible. Au-delà de cette marche, ces victimes promettent de poursuivre le combat jusqu'à satisfaction totale de leurs revendications. Les populations de Baba Garage, de leur côté, sont très remontées contre le gouvernement du Sénégal qui a toujours promis mais jamais réalisé le bitumage de la route qui relie le département de Bambey à Ngaï Mékhé à travers une journée de prière organisée à Baba Garage. Elles ont dit toutes les difficultés engendrées par cette route. Les détails avec Babacar Diouf. Les populations de Baba Garage s'interrogent. La seule réponse attendue, c'est le bitumage de l'axe Bambey-Baba Garage Ngaï Mékhé. Une centaine d'exemplaires du Coran a été récité ce dimanche pour lever les blocages et donner un signal fort à l'État. En tant que jeunes, après avoir mûrement réfléchi, on a dit aujourd'hui qu'il faut changer de stratégie en ouvrant les activités par une journée de prière. Pourquoi? Parce que tout simplement, le Coran,
c'est le livre saint. C'est notre référence en tant que musulmans. Donc, Dieu a peut-être, par l'intermédiaire de son prophète Mohammed, nous apprend toujours que si vous avez des difficultés, il faut retourner vers le Saint-Coran. D'autres étapes sont bien identifiées et planifiées, mais les populations de Baba Garage ne souhaiteraient pas en arriver là. Si rien n'est fait jusque-là, on entame la deuxième activité, à savoir une marche. Une très grande marche, même marche pacifique. On va aussi programmer, on envisage de faire un sitting. Après le sitting maintenant, vous voyez qu'on a épousé presque 3 activités, sans réaction, bien entendu. On va à la vitesse supérieure maintenant. Et quelle sera cette vitesse supérieure? Vous voyez qu'en 2019, des élections sont programmées, des élections présidentielles. Donc, on va soit organiser une mobilisation pour inviter la population à voter contre ou sanctionner le régime en place. Dans leurs différents discours, tous les orateurs ont rappelé que les différents chefs d'État que le Sénégal a connus ont chacun promis, mais personne ne l'a réalisé. Puis la communauté laïenne reconnaissante au groupe Futur Média, elle magnifie la bonne couverture médiatique de l'anniversaire du 138e appel de Seydina Limamou Laye. Le fils du khalife général des Laïens a conduit la délégation présente ce matin dans les locaux du groupe Futur Média. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Chérif Dia. Bouba, je voudrais vous transmettre mes salutations et celles des autorités laïennes à l'endroit des responsables et du personnel du groupe Futur Média. Nos relations précèdent même les débuts de la TFM. Je vais vous raconter une anecdote. Quand l'ancien président Abdoulaye Wade avait refusé d'octroyer une licence de télévision à Youssou Ndour, j'avais fait une sortie médiatique largement relayée par la presse à l'époque. J'avais dit à Maître Abdoulaye Wade que Youssou Ndour méritait plus qu'une télévision, non seulement pour son aura au plan national et international, mais aussi pour son apport au développement du Sénégal, où il a beaucoup investi. C'est pourquoi Youssou Ndour m'avait envoyé un émissaire le lendemain à la personne de Maître Diop, me demandant de porter sa parole dans ce dossier. Moi, j'ai toujours combattu l'injustice. Et aujourd'hui, je ne suis pas déçu de TFM, qui m'a rendu fier grâce à sa contribution dans l'espace médiatique sénégalais. Je tenais donc à faire ce témoignage et c'est la raison de notre présence ici dans vos locaux. Sachez également que c'est le khalife El Hadji Abdoulaye Thiaw Laye lui-même qui vous dit merci pour ce que vous avez fait lors du dernier appel. Loko Nyambi, si vous ne connaissez pas, c'est un village qui se trouve, c'est un quartier plutôt qui se trouve dans le village de Ouakam. Là-bas, les populations sont confrontées à beaucoup de difficultés, notamment l'étroitesse des rues, découverte dans ce reportage signé Cheikh Diop et Younous Diatta. Ouakam, Loko Nyambi. Dans ce quartier du village, l'étroitesse des ruelles est un vrai problème. Impossible pour les véhicules et autres moyens de transport d'y accéder. Vous savez, ce qui est à l'origine de tout cela, c'est qu'il n'y a plus d'espace. Je me rappelle, quand on était tout petit, il y avait beaucoup d'espace. Les ruelles ne font même pas 2 mètres. Au-delà de l'étroitesse des ruelles, les habitants font face à différentes sortes de difficultés. Des baobabs géants surplombent les toits des maisons, ce qui est une source d'insécurité, selon le chef de village. Ces baobabs étaient déjà présents ici avant notre naissance. Il y a d'autres qui sont même dans les maisons. On n'a pas les moyens de les enlever, mais ça nous apporte de l'insécurité totale. Talla Diaw se résigne. Il habite dans ce quartier depuis plus de 20 ans et pense qu'il n'y a pas de solution. Mais comme le quartier ne nous appartient pas, on ne peut pas vraiment aussi prendre quelques décisions. Par exemple, s'il y a, par exemple le feu ou quelque chose, il y a l'incendie par exemple, quelque chose comme ça, on est dans des difficultés. Les habitants de Loko Nyambi lancent un appel aux propriétaires des maisons pour qu'ils ratissent et de procéder à des lotissements pour qu'enfin qu'ils puissent vivre en toute sécurité.
Cheikh Diop, pour redynamiser le moral du contingent sénégalais en Haïti, le haut commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire s'est rendu sur les lieux. Le général de corps d'armée Meïssa Niang s'est félicité du comportement de ces hommes. Il a renouvelé la disponibilité de l'État du Sénégal à accompagner l'Organisation des Nations Unies dans cette nouvelle vision d'assistance policière en République haïtienne. Je propose de l'écouter au micro de la DIVCOM. Au terme de la visite d'inspection que je viens d'effectuer ici en République haïtienne, à Port-au-Prince, à la tête d'une forte délégation, j'ai tenu à contrôler le niveau d'aptitude opérationnelle de notre unité de police constituée qui est là depuis une dizaine d'années, aux côtés des Nations Unies, d'abord dans le cadre de la MINUSTAH, et maintenant dans le cadre de la MINJUST, la mission des Nations Unies pour l'accompagnement de ce pays frère à la restauration de l'état de droit, au développement de la police haïtienne et également à la promotion des droits de l'homme. Je suis donc venu voir l'unité de gendarmerie constituée de 140 éléments qui effectuent aux côtés d'une FPU indienne les missions que je viens d'indiquer. Au total, l'unité est apte à remplir les missions qui lui sont assignées par les autorités onusiennes. Et en marge de ma visite, j'ai rencontré le police commissionnaire, qui est le patron opérationnel, et le patron politique, le représentant du secrétaire général des Nations Unies, ici en Haïti. Ils sont tous été unanimes à saluer le niveau opérationnel excellent de nos hommes, leur comportement exemplaire sur le terrain et la satisfaction également est venue des autorités haïtiennes. J'ai encouragé donc les personnels à persévérer dans cette voie de l'excellence, dans la droiture, dans la rigueur professionnelle et par rapport au respect du code de conduite des Nations Unies sur le comportement en théâtre extérieur. Avant de boucler cette édition, le procès Imam Ndao et ses co-accusés ont prévenu père un de ses avocats en pleine audience. Il s'agit de Lamine Coulibaly. Il estime que Maître Abdoul Daf ne l'a pas bien assisté au cours de l'enquête durant son audition devant le juge d'instruction. L'avocat a tout bonnement décidé de ne pas le défendre. Les détails dans ce récit signé Mambiram Diouf. Il sera défendu dorénavant dans ce dossier par ses autres conseils, dont Maître Amadou Ali Khan. Lui, c'est Lamine Coulibaly, alias Abou Jafar, selon qui ce qui découle de son audition devant le magistrat instructeur n'a pas été bien transcrit, c'est-à-dire donc ses réponses en wolof. Lamine Coulibaly, qui dit ne s'exprimer parfaitement qu'en Sarakhole. Et pourtant, lui a rappelé le juge Samba Khan, c'était en présence de son avocat, Maître Abdoul Daf, qu'il a eu à être entendu par le juge d'instruction, donc assisté par Maître Daf, et que ses propos ont été bien rapportés dans les procès-verbaux. Pour Maître Abdoul Daf, continuer à défendre un client qui doute de la sincérité de son avocat était impossible. Du coup, Maître Daf a préféré se retirer du procès. Lamine Coulibaly, alias Abou Jafar, a rejeté les charges qui pèsent sur lui. Il a affirmé n'avoir rencontré en aucun moment Aboubakar Chekou, entraîné, formé ou participé à des combats de Boko Haram. Lamine Coulibaly, pour rappel, a été arrêté au Nigeria, détenu à Gaïdan en même temps que Abou Diallo, alias Abou Jandan, avant le retour au Sénégal. Ce dernier a également indiqué s'être rendu au Nigeria pour travailler et approfondir ses connaissances sur sa religion, non sans préciser qu'il n'a pas participé à un projet d'installation d'une cellule terroriste au Sénégal. Et puis en sport, le Sénégal sacré en triathlon. Mamadou Diop et Anta Ndiaye sont sacrés champions d'Afrique. La délégation est arrivée à Dakar cet après-midi. Donc félicitations à nos champions. Et puis on se donne rendez-vous tout à l'heure dans le Mag Sport du lundi, Sport à la une. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.